bienvenue à cette conférence sur Manger mieux en pleine conscience. Donc c'est un événement organisé par Bucarest Accueil et voilà, je remercie Bucarest Accueil pour tout le travail d'information qu'ils ont fait et même de partage avec, je viens d'apprendre, avec les autres accueils d'autres villes. Donc ça c'est vraiment super. Donc bravo à Maude, à Sophie, à Catherine pour tout le travail qu'elles ont fourni. Alors, je vais peut-être commencer par ce qu'on est en train de vivre en ce moment, parce que c'est pas rien. Et ça a un lien avec notre alimentation. On s'est retrouvés confinés là pendant 2 mois et demi, presque 3 mois. Et on sait aujourd'hui qu'en France, les gens ont pris en moyenne 2,5 kg. Et voilà, c'est pas forcément une surprise parce que en fait, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles en réalité c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de réaction. Ça ne concerne pas tout le monde, c'est une moyenne, donc il y a des gens qui ont même maigri, mais voilà, en moyenne, globalement, on a plutôt grossi. Pourquoi ? Il y a tout un tas de mécanismes qui remontent à la nuit des temps, qui font que notre rapport à la nourriture n'est pas simple. Et il a été encore plus compliqué dans cette période. Peut-être la première raison, c'est que on a eu peur du manque. Et la peur du manque, elle est complètement dans nos cellules. Elle est là depuis le début du vivant. La nature, elle fonctionne comme ça par intermittence de périodes de manque, de pénurie et de périodes d'abondance. Et donc, tous les organismes vivants sont faits pour prendre tout ce qui est là pour pouvoir passer avec plus de facilité les périodes de pénurie. Et ce qui s'est passé là, c'est ça a réveillé quelque chose en nous de l'ordre de cette peur du manque. On l'a vu avec les rayons vides dans les magasins, les rayons de farine, les rayons, voilà, les gens ont stocké par peur du manque. Et ils ont stocké physiquement, c'est-à-dire qu'ils sont allés dans les magasins pour acheter, mais on a stocké aussi dans notre corps pour la même raison. C'est exactement le même mécanisme. C'est cette peur inconsciente, c'est pas forcément, on n'a pas réfléchi à on va peut-être manquer, mais c'est quelque chose qui s'est réveillé d'ancestral, mais d'ancestral pas seulement pendant les guerres, parce qu'on a connu les pénuries, parce que nos ancêtres ont connu des pénuries, mais depuis le début, les animaux sont confrontés aussi à des périodes de pénurie. Pareil, il n'y a pas besoin d'être humain pour connaître ça, c'est général. Et on est fait pour ça, c'est-à-dire qu'on est fait pour stocker. On a un mécanisme naturel de stockage d'énergie très, très ingénieux. C'est-à-dire que notre corps est capable d'aller stocker l'énergie dans des cellules de graisse et de les réutiliser, de les ressortir en cas de besoin très facilement. Donc ça, c'est assez extraordinaire comme fonctionnement. Et c'est ce qui nous permet, vous savez sans doute que voilà, on peut s'arrêter de respirer pendant quelques secondes, quelques minutes peut-être, mais au-delà on meurt. Mais pour manger, si on a de quoi boire, on peut ne pas manger pendant 40 jours avant d'avoir vraiment des effets négatifs sur notre corps et irréversibles. Mais pendant 40 jours, notre corps est capable de ne pas jeûner et de vivre sur ses réserves. Donc vraiment, on a un organisme qui est fait pour ces alternances. Et donc, c'est ce qui s'est passé. On a commencé à stocker par la peur du manque à venir. On a vécu, au-delà de cette peur du manque, on a vécu pendant cette période du stress. Qu'on le veuille ou non, même si on ne se l'est pas avoué, même si on est dans des conditions favorables et qu'on se dit non, moi j'ai vraiment pas à me plaindre, tout se passe bien pour moi, il va rien m'arriver
c'est quand même un stress. Il a fallu s'adapter à une nouvelle manière de vivre, à une nouvelle manière d'être chez soi, de rester chez soi. C'est pas si simple. C'est un mini traumatisme. Et et le stress incite à manger. Et ça, c'est un mécanisme un petit peu plus récent qui date des mammifères et donc qui est présent. Je vais vous en parler. En fait, là, je suis en train de vous parler de choses que vous pouvez retrouver. Je fais un petit intermède que vous pouvez retrouver dans ce livre Manger mieux en pleine conscience. Donc, que j'ai coécrit avec Ananda Ceballos, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, c'est la même série de livres que Respire et que Se tenir droit, sur des choses qu'on fait au quotidien sans y penser et qu'on ne fait pas toujours forcément du mieux possible, qu'on pourrait améliorer si on s'y intéresse. Donc, je vais juste parler 2 minutes d'Ananda parce que j'aurais dû commencer par ça. Ananda, parce que tout le travail que je présente, c'est un travail qu'on a fait beaucoup à deux. Ananda, elle est docteur en philosophie, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire, qui est donc docteur en philosophie, docteur en études indiennes, psychologue, spécialiste des troubles du comportement alimentaire, et c'est l'une des premières à avoir été formée en France à l'alimentation en pleine conscience. Donc c'est la pleine conscience, mais donc le MBSR, si vous connaissez déjà, mais appliqué à l'alimentation, et on va en reparler tout à l'heure. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail en quoi ça consiste. Et donc elle, ça a été une des premières à être formée là-dedans. J'ai rien oublié, avec Jan Choden-Bays, qui est le médecin, donc pédiatre, médecin et à la fois non bouddhiste. Et puis oui, on se connaît aussi parce que évidemment, on est collègues enseignante de yoga. Elle est formatrice d'enseignante de yoga dans la même école où j'enseigne aussi. Voilà, donc avec elle, on a passé de très bons moments à rédiger ce livre et c'est moi qui lui ai demandé de participer et je lui suis très très reconnaissante parce qu'elle a apporté énormément de qualité à ce que j'aurais pu dire sans elle. Voilà, je reviens à pourquoi le stress incite à manger. Chez les mammifères, avec les mammifères se développe un nouveau cerveau. Donc avant, il y a le cerveau limbique, le cerveau reptilien, donc qui gère tout notre survie en fait. Et puis se rajoute à un moment de l'évolution, avec l'arrivée des mammifères, le cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions, avant le développement plus tardif du cortex, du néocortex, qui est le cerveau spécifiquement humain. Et ce cerveau limbique, il se développe, donc voilà. Quand le bébé naît, l'une des premières sensations désagréables qui lui arrive, c'est la faim. Et sa faim, elle est rassasiée par le fait de téter et par le contact avec la mère. Et il y a une association qui se fait dans le cerveau entre le contact avec la mère, la chaleur, la présence, et le fait d'être rassasié, et du coup de se sentir bien. Donc, il y a une association qui date vraiment de nos tout premiers jours et qui a continué entre présence de la mère, entre je me sens bien parce que j'ai mangé, parce que le fait de manger a satisfait un besoin qui faisait que je me sentais mal. Et du coup, ça nous fait du bien de manger parce qu'on a cette association qui s'est créée entre manger et se faire du bien. Voilà, et combler un besoin. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre parce que ça va nous permettre d'être beaucoup plus bienveillants envers nous-mêmes et
voilà, c'est ce que je vais un petit peu décliner tout au long de cette conférence, qu'on va passer par la bienveillance, la douceur, la curiosité, l'observation, mais on ne va pas faire de notre corps et de notre mental et de notre cœur un ennemi, sinon on ne va pas avancer, ça ne va pas tenir sur la longueur, sur la durée. Voilà. Et le troisième effet qui s'est produit avec ce stress, avec cette peur du manque, c'est une aggravation naturelle des troubles du comportement alimentaire qui pouvaient être déjà présents, même à minima, hein, des troubles du comportement alimentaire, ils peuvent être très faibles jusqu'à voilà, des choses beaucoup plus graves. Donc, voilà, c'est en tout cas, les conditions ont favorisé une aggravation de ces troubles. Et donc, toutes ces raisons expliquent pourquoi, déjà dans la vie courante, on a des problèmes on peut avoir des problèmes avec l'alimentation et c'est très, très, très répandu. Et pourquoi spécifiquement pendant cette période, on a vu voilà, on a vu qu'on avait grossi de 2,5, on avait pris 2,5 kilos en moyenne de poids en France. Mais c'est partout, certainement partout pareil ailleurs. Voilà. Donc, ce que je viens de vous exposer, j'ai isolé quelques raisons qui sont vraiment liées à ce qu'on avait vécu pendant cette période, mais en réalité, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres tout au long de l'évolution des espèces, donc du vivant, et qui se retrouvent en nous. Il faut savoir qu'on est porteur de toute cette évolution, que nos gènes se souviennent et réagissent de la même façon qu'il y a 3,5 milliards d'années, le début du vivant. Donc, tout au long de cette évolution, on va trouver des raisons d'avoir un lien compliqué avec la nourriture, avec l'alimentation, mais aussi dans l'évolution de l'homme et ensuite dans notre évolution personnelle, individuelle. Voilà, comment on a été nourri quand on était bébé, comment on a été nourri quand on était enfant, qu'est-ce qui se passait autour de la table, comment se passaient les repas. Plein de facteurs qui ont structuré notre rapport aujourd'hui avec la nourriture. Voilà, donc à l'échelle d'une personne, ça va du fœtus au bébé, à l'âge enfant, à l'adolescence et puis à l'âge adulte. En tant que parent, hein, donc c'est pas seulement comment nous on a été élevés, qu'est-ce qui a structuré notre rapport à la nourriture, mais ce rapport à la nourriture qui a été construit, il façonne aussi la manière dont nous nourrissons à notre tour nos enfants et peut-être nos parents quand ils vont vieillir. Peut-être une remarque sur quelque chose de très spécifique à aujourd'hui, qui date de pas si longtemps que ça, c'est que on a ce luxe inouï de pouvoir manger en paix, de pouvoir manger tranquille. On le prend assez peu, mais juste voilà, un instant pour prendre conscience qu'aucun animal n'est en paix quand il mange. Que tout animal, dès qu'il a de la nourriture, sa nourriture est convoitée par plein d'autres espèces, qu'il soit carnivore, qu'il soit lui-même à manger d'autres animaux ou que lui soit une proie, il n'est jamais tranquille. Un animal n'est jamais tranquille quand il mange. Il a toujours, même si vous regardez le chat domestique, quand il mange, il a les oreilles aux aguets et vous voyez ses oreilles qui bougent au moindre bruit, à la moindre chose qui se passe autour de lui. Il sursaute, il regarde, alors qu'il pourrait avoir compris qu'en étant domestique, il ne va rien lui arriver, qu'on lui a donné à manger, qu'il est dans un environnement protégé. Non, il a toujours ce réflexe d'être aux aguets. Le chien, c'est pareil. Et nous,
on a cette chance de pouvoir manger tranquille. Et donc, on va y revenir parce que c'est une chance qu'il faut saisir pour progresser dans la conscience de son alimentation. Voilà. Donc, en trouvant un petit peu dans tout, donc je vais peut-être parler, j'en reparlerai aussi, à partir de ce livre, j'ai proposé des ateliers sur 5 séances pour pratiquer et échanger. Donc, voilà, le livre apporte encore plus que la conférence, les ateliers apportent encore plus que le livre parce que les ateliers vont favoriser la transformation. Et en particulier, ce qu'on va développer dans ces ateliers, et si vous le lisez dans le livre, c'est dans le livre, mais vous n'allez peut-être pas ressentir la même chose que si c'est partagé dans une pratique et dans un échange, dans un vécu partagé avec d'autres. Et c'est l'autocompassion. Toutes ces manières, toutes ces raisons, en fait, il y a mille et une raisons d'avoir développé un rapport difficile avec la nourriture, plus ou moins. Eh bien, c'est très important pour Ananda et pour moi de présenter ça. Donc, vous avez vu un petit aperçu là dans cette introduction. Mais c'est très important parce que à partir de là, on peut se dire ah ben, si j'ai des problèmes maintenant avec la nourriture, c'est pas étonnant. Et du coup, on va pouvoir basculer d'un jugement, d'une critique, parce qu'on est souvent très très dur avec soi-même. Et dans l'alimentation, c'est terrible. Ce qu'on peut, si on pouvait entendre ce que les gens se disent par rapport à leur alimentation, comment ils se jugent, comment ils se critiquent, comment ils se dénigrent, se dévalorisent, c'est une souffrance immense. Il faut sortir de là. Et le fait de comprendre qu'il y a tant de raisons pour avoir ces problèmes aujourd'hui, indépendamment du Covid, là je parle en général, eh bien, c'est une porte d'entrée vers plus de douceur, plus de bienveillance, de se poser pour dire « Ok, j'en suis là ». À partir de là, comment je vais pouvoir avancer, mais avec de la douceur, avec de la bienveillance, avec de l'autocompassion. Voilà, ça c'est vraiment c'est essentiel. Peut-être maintenant, je vais vous lire ce que ça veut dire, la définition de qu'est-ce que c'est que manger en pleine conscience. Et peut-être avant ça, une définition de la pleine conscience. Et je vais vous lire une définition de Jan Choden-Bays dont je vous ai parlé un peu tout à l'heure, un très très beau livre que je recommande. Voilà, j'enverrai peut-être une bibliographie si vous êtes intéressé, mais voilà. Réapprendre à manger. Donc, Jan Choden-Bays, qui est docteur et en même temps non-bouddhiste. Et elle dit « La pleine conscience consiste à diriger volontairement votre attention et toute votre conscience à ce qui se passe, aussi bien à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans votre cœur et votre esprit, qu'à l'extérieur de vous, dans votre environnement. La pleine conscience, c'est l'attention sans jugement ni critique. » Donc tout ça, c'est présent dans le yoga, mais la pleine conscience met vraiment l'accent sur des choses qui sont très importantes et c'est très bien. Du coup, ça offre une complémentarité et un intérêt. Voilà, c'est du yoga, mais c'est un accent particulier qui est mis sur des points essentiels qu'on trouve aussi dans le yoga. Et donc, ce qui se passe à l'intérieur de vous dans le corps, ce sont les sensations. Dans le cœur, ce sont les émotions. Et dans l'esprit ou dans la tête, dans le mental, ce sont les pensées. Et ça, c'est quelque chose qui revient toujours dans la pleine conscience. C'est cette triple attention aux sensations,
aux émotions, aux pensées. Voilà. Donc, une attention sans jugement ni critique, voire avec bienveillance, avec compassion, avec curiosité. J'aime beaucoup la notion de curiosité parce que la curiosité nous permet de... Ça sonne chez moi. Excusez-moi. Alors ça, c'était pas prévu. Je reviens tout de suite. Voilà, c'est mon mari qui rentre. Il ne pouvait pas rentrer parce que la clé était dans la porte. Bon, voilà. Bonjour mon mari. Donc, je reprends. Voilà. La curiosité, c'est un élément qui nous permet de vraiment sortir, de retrouver l'état de témoin dont on parle beaucoup en yoga et de voir de l'extérieur avec curiosité qu'est-ce qui se passe, sans jugement, sans critique, juste observateur. Voilà. Et donc, ça, c'est la pleine conscience. Et donc, manger en pleine conscience, c'est manger avec, dans cet état d'attention. Voilà. Alors, peut-être, on va parler de reconnaître, voilà, de reconnaître déjà sa faim. Qu'est-ce que c'est que la faim? La faim, c'est l'ensemble des sensations du corps qui va nous inciter à aller chercher de la nourriture chez un animal comme chez nous. Et petit à petit, donc j'ai faim, je mange. Donc ça, c'est normal. J'ai faim, je cherche de la nourriture et je mange. C'est une réaction tout à fait normale. Ensuite, on va chercher à ce que quand je mange à ma faim. Ça veut dire que si je mange à ma faim, ça veut dire que je sais reconnaître en moi les signes qui me disent que j'ai faim et les signes qui me disent que ma faim est comblée. En fait, on a la notion, en français, on a la notion de rassasiement, qui est une notion très intéressante, qui est la disparition progressive de la faim au fur et à mesure que l'on mange. Et puis, quand voilà, tous les besoins sont remplis, je suis arrivée à satiété. La satiété, c'est juste l'absence de faim. La satiété, elle arrive par deux biais. Elle arrive par un biais mécanique, c'est-à-dire quand mon estomac est rempli, j'ai des neurones qui informent le cerveau que ça y est, c'est full, il ne faut plus manger. Et donc, ça, c'est mécanique, c'est le remplissage mécanique. Mais j'ai une autre satiété qui est aussi importante, c'est la satiété en nutriments. C'est-à-dire que je peux très bien avoir rempli mon estomac, mais si je ne l'ai pas rempli de ce dont mon corps a besoin, voilà, il y a un problème parce que je n'ai pas satisfait mes besoins en nutriments. Donc, il y a, voilà, c'est pas parce qu'on mange, c'est pas parce qu'on a rempli son estomac qu'on a bien mangé. Et c'est pour ça que c'est important de bien manger. Donc, reconnaître sa faim, c'est être suffisamment attentif aux signaux du corps. Voilà, reconnaître sa faim. Donc, quand j'ai faim, je mange. Voilà, reconnaître sa faim pour pouvoir manger. Ensuite, quand je mange, je mange suivant mes besoins. Et reconnaître quand je n'ai plus besoin de manger. Quand je n'ai plus besoin de manger, j'arrête de manger. Voilà, ça a l'air très simple. Hein. En fait, c'est pas si simple que ça. Et on peut avoir des problèmes, soit dans la reconnaissance de la faim, on va voir ça tout de suite, soit dans voilà, ne pas arriver à manger selon ses besoins parce qu'on ne reconnaît pas ses besoins, on ne reconnaît pas justement ce rassasiement qui est en train de venir.
Et puis du coup, ben, on ne s'arrête pas au bon moment. Et donc, l'enseignement de Jan, ce qu'a développé Jan Chosenbase, c'est détailler cette faim. J'ai faim. Mais quand j'ai faim, qu'est-ce que c'est exactement? Où est-ce que en moi, où est-ce qu'à l'intérieur de moi, je peux avoir faim? Parce que, voilà, vous avez peut-être entendu parler de vraie faim et de fausse faim. Et Jan Chosenbase, elle a choisi de parler toujours de faim, mais de faim différente. Et c'est très, très puissant, sa vision, elle est vraiment extraordinaire. Elle dit, voilà, les fins, la faim, je peux aller voir dans 9 endroits à l'intérieur pour voir où est-ce que j'ai faim et comprendre d'où vient cette faim. C'est comprendre si c'est une faim physiologique ou une faim d'autre chose. Parce que très souvent, on va manger parce qu'on a faim, mais on n'a pas forcément faim de nourriture physique. Donc ça, c'est très, très important. Et l'analyse et la décomposition de Jan Chosenbase dans ces 9 types de faim, elle est magique parce qu'elle va permettre vraiment d'avancer. Et donc, je vais vous expliquer rapidement en quoi consiste où aller chercher ces 9 fins. Eh bien, déjà, ces 9 fins, elles sont il y en a 5 qui correspondent à nos sens. Voilà. La fin des yeux. Si je vois, quand vous ouvrez un magazine et que vous avez un joli plat bien présenté, ça fait venir l'eau à la bouche. Quand vous passez devant une pâtisserie et que vous voyez les beaux gâteaux, hop, ça donne faim, ça donne envie de manger. Donc la faim des yeux. La faim des oreilles, quand on est en train de préparer à manger, il y a tous les bruits associés à la préparation de la nourriture, le bruit les bruits qui sont associés à mettre la table, les bruits de mastication, les bruits, si vous êtes au cinéma par exemple, le bruit du chocolat, de la tablette de chocolat qu'on ouvre, où il y a du popcorn, tout ça, ça peut donner faim juste parce qu'on entend. On n'a pas vu, il n'y a rien d'autre, c'est juste un automatisme. On entend, hop, ça déclenche quelque chose. La fin du nez, on sent une bonne odeur. Vous savez peut-être que dans certaines boulangeries, il y a des odeurs qui sont émises, chimiques, pour provoquer cette faim et pour faire consommer dans les boulangeries. La faim de la bouche. Alors, la faim de la bouche, je vais vous lire quelque chose parce que, voilà, la bouche, c'est quelque chose parce que dans la bouche, il y a à nouveau quasiment tous les sens. La bouche, c'est très, très puissant ce qui s'y passe. Parce qu'on a à nouveau du toucher, on a du toucher par les mains, mais on a du toucher dans la bouche, on a le goût, on a l'ouïe, parce qu'on a l'ouïe par les bruits internes de mastication qui sont dans la bouche, on a le toucher avec la texture, enfin, on a vraiment, voilà, ça dédouble les sens. Donc la fin de la bouche, ce que dit Jan Chosenbase, elle dit notre bouche est une accro des sensations, un organe de pur désir. Si on lui demandait « As-tu eu assez de sensations pour aujourd'hui ?» elle répondrait systématiquement « Non ». Voilà. Donc la fin de la bouche, elle est très souvent, c'est très souvent elle qui nous incite à continuer à manger alors qu'on n'a plus de faim physiologique. Voilà. Oui. Donc la fin de la bouche, qu'est-ce qui nous manque? La fin du toucher. Voilà, quand on mange avec les doigts, on a des informations à nouveau qui viennent au cerveau. C'est
c'est une fin qui a été rajoutée plus tard. Au début, John Chuzenbase n'en avait que 7. Et donc, la fin des oreilles et la fin du toucher ont été rajoutées postérieurement, mais elles ont du sens aussi. Et donc, il nous en reste, donc là, on a les 5 fins liées à nos 5 sens, et il nous en reste 4. On a la fin du cœur. La fin du cœur, donc le cœur, de quoi se nourrit le cœur? Le cœur se nourrit d'amitié, d'amour, d'intimité. Et souvent, la fin du cœur se mélange, est très très proche de la fin physiologique. Donc, on se trompe facilement. Parfois, on est juste seul, on a besoin de compagnie et on confond le besoin de compagnie avec un besoin de manger. Et sur le cœur, je vais vous lire quelque chose. La fin du cœur, c'est Mélina Hoffman dans Fin de vie. Elle dit « Il manquait quelque chose en moi, je ne savais pas où chercher. Alors, j'ai commencé par le frigo. » Voilà. Donc ça illustre très bien ce qu'on fait tous, plus ou moins, mais ce qu'on a tendance à faire, c'est confondre une fin physiologique avec la fin du cœur. La fin de l'esprit, de quoi se nourrit l'esprit? L'esprit se nourrit d'informations, l'esprit se nourrit d'informations, c'est-à-dire tout ce qu'on va pouvoir accumuler. Voilà, ce que vous faites là en ce moment, c'est vous récoltez des informations qui vont nourrir après votre manière de vous comporter avec l'alimentation. D'accord? C'est une manière de fonctionner humaine, d'utiliser nos connaissances, de chercher des connaissances pour mieux comprendre et du coup pour modifier peut-être des comportements. Et en même temps, on va développer avec ce qu'on a compris. L'esprit, il aime bien classer, ordonner, il aime bien dire ça c'est pas bien, ça c'est bien, établir des règles. Et après, il aime bien qu'il y ait une conformité entre ce qu'on a construit et notre comportement. Et donc, c'est ça qui va être la cause de notre critique intérieure. Parce que si on s'est dit que c'est pas bien de prendre de dessert, parce qu'on s'est construit cette manière de voir une bonne alimentation, quand on va prendre un dessert, à l'intérieur, il va y avoir la partie critique qui va dire « Ah, c'est pas bien, tu as pris du dessert aujourd'hui. » Voilà. Et manger en pleine conscience va essayer de nous sortir de tous ces mécanismes-là. Donc, justement, en les mettant à jour, parce qu'une fois qu'on voit ce qui se passe et qu'on comprend que c'est pas en notre faveur et que ça ne nous fait pas avancer, on va pouvoir petit à petit modifier tous ces comportements. Et donc, nourrir l'esprit, oui, c'est important, mais attention à ce que l'esprit en fait après. Et on verra comment on peut nourrir l'esprit autrement, en l'apaisant et justement par l'autocompassion, en gardant ces connaissances qui nous permettent de mieux comprendre comment ça fonctionne, comment on fonctionne, mais en même temps en gardant la bienveillance et en évitant de créer des jugements et des règles drastiques dans notre cerveau. La fin, enfin, encore deux autres fins, deux autres lieux. Donc pas des lieux du corps, hein, c'est des lieux intérieurs. Mais là, c'est la fin de l'estomac. Et donc, on a vu tout à l'heure, oui, l'estomac, il va informer le cerveau quand il est vide, quand il y a besoin de nourriture. Et il faut apprendre à l'écouter. Et apprendre à l'écouter, c'est-à-dire j'ai faim. Bah oui, peut-être que j'ai intérêt à manger, alors je ne mange pas forcément n'importe quoi et n'importe quand, mais oui, c'est normal de manger quand on a faim. Si on attend trop longtemps pour manger, on va avoir tendance à manger trop, à manger n'importe comment, parce qu'on a trop attendu. Je ne sais pas si j'ai peut-être le temps d'en parler un tout petit peu, mais c'est intéressant aussi de se demander
j'ai faim, ou ça, mais à quelle intensité? Et je ne sais plus si c'est Jane, non, c'est Suzanne Albers qui est aussi très intéressante, qui dit qui conseille, voilà, sur une échelle de 1 à 10, quand vous arrivez à 5, c'est le moment de manger. N'attendez pas d'être à 7, 8, c'est trop tard. Voilà, donc où se situe la faim et à quelle intensité. Voilà, c'est des exercices qu'on pratique justement dans les ateliers dont je vous parle. La faim, enfin, une faim globale, un ressenti. Ah oui, je suis un peu fatiguée, peut-être vous avez. Enfin, moi, j'ai eu un enfant, c'était très très net. Quand il avait faim, il devenait ronchon. C'est général, peut-être chez tous les enfants, mais j'en avais un, c'était. Voilà, je savais qu'il avait faim, il devenait grognon. C'était très très clair. En fait, tout son corps avait faim et c'était sa manière d'exprimer. Il ne savait pas le dire mentalement, il n'avait pas analysé, mais c'était très clair. Un enfant qui devient grognon, vous pouvez, ça peut être une des raisons de sa mauvaise humeur, c'est peut-être juste qu'il a faim. Voilà. Et donc, dans toutes ces 9 faims, donc la faim, les 5 sens, la faim de l'esprit, la faim du cœur, la faim de l'estomac et la faim des cellules, il n'y en a que 2 qui sont réellement, qui nécessitent réellement de s'alimenter. Les autres, ce sont des vraies faims qui ont besoin qu'on les nourrisse, mais autrement qu'avec des aliments. Voilà, ça c'est essentiel. Autrement qu'avec des aliments, donc avec tout ce qui va les nourrir véritablement. Donc la faim du cœur, si j'ai faim du cœur, c'est peut-être que je me sens seule, ben, j'appelle une copine ou je fais autre chose qui va nourrir cette faim. Parce que le problème, c'est que si vous essayez de nourrir une faim qui n'est pas physiologique avec de la nourriture physique, eh ben, ça ne va pas marcher et ça va vous engendrer des problèmes et ça ne va pas satisfaire votre faim. Voilà, d'où les grignotages, parce qu'on croit qu'on va nourrir cette faim avec de l'alimentation, mais non. Et donc, on continue à essayer et ça ne marche pas. Voilà, donc il faut petit à petit comprendre ce mécanisme pour arriver à le modifier. Et donc après, ben, on va essayer de mettre toutes les chances de son côté, à tous les niveaux qui vont concerner de près ou de loin la nourriture. On va essayer de voir comment je peux mettre plus de conscience dans tous ces moments-là. Et donc ça va être aussi bien quand j'établis les menus, quand je prépare ma liste de courses, quand je vais faire mes courses. Ça va être comment je prépare à manger, comment je range même mes courses. Là aussi, je peux m'aider. Hein. Tout ce qui va pouvoir m'aider, je vais le prendre. Et donc, dans ce livre de Manger mieux en pleine conscience, on vous donne un tas, donc ce n'est pas des recettes, c'est des propositions qui vous parlent ou qui ne vous parlent pas, mais des propositions dont vous allez certainement pouvoir piocher certaines qui vont vous parler et vous allez vous dire « Ah oui, ça c'est facile, je peux le faire, je peux mettre en œuvre déjà, dès maintenant, ça me parle. » Et ça déjà, ça va commencer à modifier votre manière, votre contact avec l'alimentation, votre manière d'être avec l'acte de manger. La manière de se servir. Quand vous vous servez en conscience, votre cerveau, en voyant déjà la nourriture, sait de quelle quantité il a besoin. D'ailleurs, si vous êtes attentif et qu'on vous sert, vous savez presque au gramme près dire « Non, ça j'en veux un petit peu plus, un petit peu moins, encore une cuillère. Non, la moitié de ça. » Vous voyez que vous savez en fait. Quand vous êtes attentive, le cerveau, il sait. Donc, faites confiance à ça. Quand vous vous servez, voilà, soyez dans la pleine attention des quantités que vous prenez. Une proposition, c'est d'avoir tout dans son assiette d'une seule fois. C'est-à-dire de vous servir de tout ce que vous allez manger dans le repas sur une assiette, peut-être 2, mais de savoir à l'avance parce que là, votre cerveau à nouveau, il sait. Non, mais je ne vais pas manger tout ça, c'est beaucoup trop gros. Ou oui, ça correspond bien à la faim que j'ai en ce moment.
Le fait de s'asseoir et donc on revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, de pouvoir manger en paix. Profitons-en de cette possibilité que l'évolution de l'homme nous offre. Et arrêtons de regarder la télé en mangeant, d'écouter la radio en mangeant, de lire en mangeant, alors, parler en mangeant, ça fait partie de la convivialité, mais c'est pas si facile de parler en mangeant parce que ça veut dire que notre attention, elle est dédoublée sur la conversation et sur ce qu'on est en train de manger. C'est pas si simple. Mais donc, voilà, mangeons de façon la plus épurée possible. Remercions pour ce que nous avons à manger dans l'assiette. Je vais vous parler d'un petit livre que j'adore, qui est Vivre en pleine conscience, manger, de Thich Nhat Hanh. Je vais le montrer de près. Et qui, lui, va vous... Voilà, à la fin de ce livre, on ne peut plus manger de la même façon. C'est un livre qui nous replace dans le sacré du fait de l'acte de manger. Que quand je mange, il y a le soleil, il y a la terre, il y a les agriculteurs, il y a ceux qui ont transporté, il y a plein de gratitude à avoir pour tout ce qui a permis à cette nourriture d'être là dans votre assiette. Et voilà, ça c'est aussi une manière de manger en conscience, c'est d'être là avec ce que l'on mange, avec tout ce qui a permis à cet aliment d'être là jusqu'à vous, et c'est quand même ce qui vous maintient en vie, c'est ce qui vous constitue. Nous sommes faits de ce que nous mangeons. L'Inde avait bien compris ça, puisque elle considère que nous sommes notre première enveloppe. On est fait de 5 enveloppes, je ne vais pas les détailler, mais la première enveloppe, c'est notre corps de chair, et c'est Anna Maya Kosha, notre enveloppe faite de nourriture. Donc ça, c'est 6e siècle avant Jésus-Christ. Ils avaient déjà compris, nous sommes faits de ce que nous mangeons. C'est sacré. Voilà, prendre le temps en maintenant l'attention. Donc, première bouchée, oui, c'est tout, on est tout curieux de ce qu'il y a dans la bouche, mais essayons de maintenir l'attention. Par exemple, en posant nos couverts. Posez vos couverts pour pouvoir vous concentrer sur ce qu'il y a en bouche et non pas avoir l'attention qui est dédoublée et être déjà dans la bouchée suivante. Déjà, si on arrive à faire ça, et ça, je vous en parle parce que c'est un automatisme qui est facile à mettre en place. Si vous commencez à prendre l'habitude de poser vos couverts entre 2 bouchées, vous allez le faire sans plus y penser. Et donc, une fois que ça, c'est en place, c'est là, vous n'avez plus à y penser, vous allez le faire automatiquement. Voilà, même quand ensuite, quand vous sortez, peut-être aussi mâcher 20 fois chaque aliment, au moins mâcher jusqu'à ce que ça devienne une bouillie dans la bouche. C'est très très important pour plein de raisons. Il y a une page entière de raisons de mâcher. C'est vraiment essentiel pour mieux manger. Ensuite, quand vous sortez de table, ranger, ça fait partie encore de l'acte de manger. Vous êtes encore avec la vaisselle, avec les restes de repas, avec donc faire la vaisselle, ranger dans le lave-vaisselle, tout ça. Vous avez aussi de la conscience à mettre dans tout ça. Voilà. Vous pouvez mettre d'autres, installer. Donc ça, c'était en lien direct avec la nourriture, mais on peut s'aider avec différentes autres manières, dont se faire aider par quelqu'un, par un professionnel. Hein. Mais il y a encore d'autres manières. Je vais aller un petit peu plus vite parce que je voudrais que vous puissiez poser des questions. Et puis, quelque chose sur lequel je veux insister, c'est que c'est important d'avoir une pratique d'intériorité pour soutenir tous les efforts que vous allez faire pour manger mieux en pleine conscience. Parce que
pratiquer une activité sportive, c'est bien, mais pratiquer un yoga postural, c'est bien, mais ça peut ne pas suffire pour vous accompagner pour aller à la profondeur à laquelle il faut aller. Il faut trouver des outils, on a besoin d'outils, parce que vous avez compris que tous les difficultés qu'on a avec l'alimentation, c'est des difficultés qui remontent à très, 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 très loin. Et donc, c'est ancré très, très, très profondément. Et ça veut dire que c'est pas simple d'aller atteindre ces endroits-là. Et ces endroits-là, avec le yoga postural, on peut atteindre un petit peu, mais pas forcément de manière suffisamment efficace. Il faut ajouter des pratiques qui vont très en profondeur. Et je parle là de la respiration, de la méditation. Le mieux, c'est d'associer les deux, de commencer par des techniques de respiration et ensuite de méditer. Par la relaxation profonde, le yoga nidra, par voilà, ça peut être des méditations comme le MBSR, bien sûr, hein, c'est pas forcément la méditation du yoga, mais tout type de méditation, en fait, vont vous soutenir voilà, tous les efforts que vous voulez faire dans manger mieux en pleine conscience. C'est important d'être au courant de conseils nutritionnels de base. Je ne vais pas du tout parler de ça parce que je veux maintenant… Alors, j'en parle un petit peu dans le livre parce que c'est important de se mettre au courant, de savoir que les aliments ultra transformés ne nourrissent pas notre corps, de comprendre comment ils agissent dans notre corps et qu'on accumule juste des toxines, par exemple, et de comment bien se nourrir. On a aujourd'hui des informations suffisamment bonnes, de bonne qualité et surtout des études, voilà, on cite, qui nous permettent de dégager des conseils nutritionnels de base. Voilà, je m'arrête là. J'espère que vous avez appris des choses et je suis à vous pour des questions. Je vais supprimer la vidéo en vedette pour qu'on vous voit. Et donc, si vous ne voulez pas être vu, vous posez la question sans vidéo. C'est plus sympa d'être vu, mais je vais sans doute garder les questions-réponses sur l'enregistrement. Voilà. Donc, je vous laisse la parole et je suis tout oui pour vous répondre s'il y a des questions. Moi, j'ai une question. Oui. Tu as parlé d'un jeûne qui pouvait durer, enfin, d'une non-alimentation qui pouvait aller jusqu'à 40 jours sans trop de danger. Est-ce qu'il y a un lien avec toutes les… moi, j'ai pensé aux religions monothéistes où il y a souvent cette période de 40 jours. Je ne m'y connais pas trop, mais voilà, que ce soit dans le christianisme, l'islam, etc. Je suppose qu'il y a un lien, mais est-ce que tu en sais plus par rapport à ça Alors là, c'est dommage qu'Amanda ne soit pas là parce qu'elle vous aurait répondu beaucoup mieux que moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, le jeûne est purificateur. Et ça, les religions l'avaient compris. C'est d'ailleurs conseillé aujourd'hui de jeûner de temps en temps un petit peu. Et donc, il y avait cette sagesse, effectivement, déjà dans les religions. Donc, c'est certainement pas un hasard qu'il y ait des jeûnes dans les religions. Et moi, je vais parler je vais rebondir sur l'enseignement de mon enseignant de yoga-thérapie, Lionel Coudron, qui, lui, est un grand spécialiste du jeûne et prône des petits jeûnes de 2-3 jours au changement de saison, donc des jeûnes de nettoyage de l'organisme. Parce que dans cette manière de vivre que l'on a,
Si on n'a pas justement ces religions pour nous permettre de nettoyer l'organisme et de le laisser se reposer, eh bien, on entasse pas seulement 10 kilos, mais des toxines. Et donc c'est, voilà, lui, il prône donc au début de l'automne et au début du printemps des jeûnes de 2-3 jours. Voilà, et il les encadre, mais c'est vrai qu'on retrouve un petit peu la même chose dans les religions et c'est certainement une sagesse ancestrale qui est là. Voilà. Merci. Et j'en profite, j'ai une deuxième et dernière question. Je ne sais pas, puisque la parole est libre. Tu as parlé du lien avec quand on est à la naissance avec le corps de la mère. Enfin, qu'en est-il pour un enfant qui aurait été allaité directement au biberon, par exemple? Qui aurait été nourri au biberon. S'il a été tenu dans les bras, il va faire la même association. Le problème, c'est donc il va y avoir des problèmes si l'enfant est juste nourri sans affection. Et par exemple, les bébés où on cale le biberon, ou bien, voilà, moi je vois à l'hôpital, hein, les bébés qui boivent pas bien et à qui on injecte par sonde nasogastrique le lait directement dans l'estomac, donc ça part directement dans l'estomac, aucun contact. L'infirmière, elle passe, elle remplit la seringue, elle programme la vitesse d'alimentation et il n'y a pas de contact humain. On sait pertinemment que ce genre d'alimentation est délétère pour le développement du cerveau de l'enfant, le développement global de l'enfant. Et on le sait, hein, par exemple, tu es en Roumanie. En Roumanie, à la chute de Ceausescu, on a découvert l'horreur de ces orphelinats où les enfants étaient juste nourris sans aucune affection et on a vu les dégâts que ça pouvait créer. Voilà, donc oui, parfois c'est pas possible d'avoir un allaitement au sein, encore que voilà, moi j'étais en Allemagne et en Allemagne on disait que toutes les femmes étaient capables d'allaiter, mais bon, voilà, il y a des exceptions, c'est vrai. Mais si on donne le biberon avec la présence, avec voilà, la même présence que quand il est au sein, c'est voilà, équivalent. Ouais. Merci. Pas tout à fait équivalent, évidemment. Ouais. Le lait, il faut quand même savoir que le lait maternisé, c'est un produit ultra transformé. Il fait partie de la catégorie des aliments ultra transformés. Donc, on a vu qu'ils n'étaient pas bons pour la santé. Donc ça, on en parle un peu dans le livre. L'idéal, c'est quand même l'allaitement au sein. Alors, moi, j'ai une question. Tu parlais, Yael, à un moment donné, au début, de la satiété par rapport aux nutriments. Comment comment on sait qu'on a les suffisamment, j'allais dire, bien mangé, qualitativement bien mangé, avec suffisamment de nutriments? En principe, justement, notre corps sait. C'est-à-dire, c'est pour ça que tu peux être rassasié d'un aliment, mais ne pas être rassasié complètement parce que dans cet aliment-là, par exemple, tu as un plat de lentilles, un plat de riz, et tu vas être rassasié de lentilles, mais tu n'as pas encore suffisamment de nutriments et ton corps le sait et il va te dire, là, tu as besoin de manger plus de riz. Tu vois ? Donc, ça se fait de manière… Ça se fait tout seul, c'est là en toi. Inconsciente. C'est une ton corps femme. C'est intuitif, en fait. Pardon ? C'est intuitif, en fait. C'est quand tu te sers dans ton assiette, par exemple, effectivement, si tu as le choix entre les lentilles et le riz, tu vas effectivement peut-être pas prendre la même quantité à part égale, quoi, parce que c'est intuitivement, tu sais ce que tu as besoin. Voilà. Et voilà, c'est ça. C'est intuitif, c'est que les informations, elles sont là dans le corps. Simplement, on n'y est pas toujours suffisamment réceptif. Et donc, il y a parfois un travail à faire pour être plus à l'écoute, pour retrouver l'écoute du corps et
savoir de quoi il a besoin. Et alors, en réalité, l'idéal, c'est une combinaison entre le riz et les lentilles. Hein, c'est ça qui va donner d'ailleurs l'équilibre du végétarien. S'il n'y a pas de viande à côté ou de voilà, l'équilibre du végétarien, il est justement basé sur une association de céréales complètes ou semi-complètes et de légumineuses, mais pas à part égale. Et alors, ça va être un mélange de ce qu'on vous a enseigné, ce qu'on vous a expliqué et de ressenti, parce que être voilà, même moi, je sais que je n'ai pas forcément l'écoute suffisamment fine pour savoir de quoi mon organisme a encore besoin, de quoi il a plus besoin. Mais voilà, c'est vers ça qu'on va essayer de tendre. Même si on peut s'aider, par exemple, si moi je suis végétarienne, je m'aide de cette idée que pour avoir les 8 acides aminés essentiels, je vais avoir besoin d'environ 3/4 de céréales, 1/4 de légumineuses. C'est quand même difficile de faire la part des choses entre ce que le corps a besoin et la partie, par exemple, la partie plaisir ou la partie, on va dire, émotionnelle, par exemple, par la vue. C'est dur d'arriver à faire la part des choses. C'est très dur. Je complète Sophie, moi, avec… des fois, on a des périodes, on a envie de chocolat, même si d'habitude, on n'aime pas le chocolat spécialement. Alors moi, pour me rassurer, je me dis, je manque de magnésium, j'y vais. Alors, il y a peut-être que ça aussi. Peut-être aussi, mais c'est voilà. Le chocolat, si vous en mangez, si vous mangez du chocolat noir à 75, à partir de 75%, le chocolat est un bon aliment. Donc, ça dépend aussi de quel chocolat on parle. Et après, c'est tout l'exercice et c'est pas forcément immédiat, mais c'est cet exercice des 9 fins de Jan Chosen-Base dont je vous parlais tout à l'heure, d'aller interroger. Et je vous assure que si vous allez interroger des lieux en vous, vous allez savoir si c'est là que j'ai faim ou pas. Moi, ça m'est arrivé, je vais vous raconter une petite histoire si vous avez encore un peu de temps. Ça m'est arrivé avec un enfant de 3 ans. J'étais chez des amis et j'ai apporté du concombre à table. Et le concombre, d'habitude, sa maman, elle l'épluche. Et donc lui, il a vu le verre. Moi, je ne l'avais pas épluché, je n'épluche pas les légumes bio. Hein, les légumes bio, il faut manger la peau quand on peut. Donc le concombre n'était pas épluché. Et donc, il voit la peau verte du concombre, il s'imagine que c'est de la pastèque. Et il adore la pastèque, cet enfant-là. Et donc, il commence à dire « Ah oui, de la pastèque !» Et puis, moi, je dis « Non, c'est du concombre. » Il dit « Ah non, mais je veux de la pastèque. » Et tout à coup, il voulait de la pastèque. Il avait vu de la pastèque, il voulait de la pastèque et il n'y avait rien à faire. Il a commencé à faire une grosse scène. On ne savait plus quoi faire. Et il hurlait vraiment. Et donc, ce jour-là, j'ai été inspirée. Ça ne m'arrive pas toujours, mais là, j'ai été inspirée. J'ai demandé à mon amie si elle avait des marionnettes. Et j'ai joué la scène. J'ai pris 2 marionnettes, une marionnette de grenouille, une marionnette de poussin. Et la grenouille jouait, et le petit poussin, c'était lui. Et donc, la grenouille dit au petit poussin, « Ah, tu veux vraiment de la pastèque ?» Et donc, lui, oui, je veux de la pastèque, mais déjà, il s'était un petit peu calmé parce que, quand même, intrigué par les marionnettes. Et puis ensuite, j'ai fait demander à la grenouille, mais est-ce que c'est ton ventre qui a faim de pastèque? Alors, le petit poussin répond, comment je sais si c'est mon ventre qui a besoin de pastèque? Et je fais dire à la grenouille, demande-lui. Alors là, je fais baisser la tête du poussin pour demander à son ventre. Et puis je fais remonter la tête du poussin et puis je fais répondre le poussin, non, c'est pas mon ventre qui a besoin de pastèque, qui a faim de pastèque. Alors la grenouille lui demande, alors c'est peut-être
ton nez qui a besoin de pastèque? Donc là, le petit poussin, il dit, mais non, mais moi, j'ai pas de nez. Donc là, il commence voilà, l'enfant commence à rire un petit peu. Mais non, c'est pas là que... C'est pas là, ben non, c'est pas là que j'ai besoin, que j'ai faim de pastèque. Et puis là, je me tourne avec la grenouille vers l'enfant et je lui dis, est-ce que tu sais, toi, où est-ce qu'il a faim, le petit poussin? Et il a dit, mais du tac au tac, c'est mes yeux qui avaient faim de pastèque. Et c'était fini, la crise était passée. Donc voilà, un enfant de 3 ans, en tout cas cet enfant-là, je n'ai pas refait l'expérience, mais cet enfant-là, il avait 3 ans, il a été capable d'identifier la fin des yeux. Voilà. Donc il faut aller demander. Et votre corps, les endroits répondront. Mais il faut prendre le temps de savoir. Personne d'autre à l'extérieur ne peut vous dire. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Mais vous pouvez savoir. On a cette capacité. Voilà, on a la capacité de savoir où on a faim. On a la capacité de répondre à cette faim par un autre moyen que la nourriture, si ça n'est pas une faim physiologique. Et on a la capacité de savoir avec quelle intensité on a faim. Si c'est la faim des yeux, j'ai peut-être besoin de beauté. J'ai peut-être besoin d'aller me promener, d'aller regarder un arbre ou une fleur, ou d'aller chez un fleuriste. Allez, sortez chez un fleuriste. Vous allez voir que votre faim, elle va diminuer. Vous aurez nourri la faim des yeux. Ou ouvrez un livre de peinture, votre livre préféré de peinture. Vous allez nourrir votre faim des yeux autrement qu'avec de l'alimentation. Et pour tout ce qui n'est pas une faim physiologique, vous avez un moyen. Il faut juste poser la question, qu'est-ce qui nourrit cette faim-là? Quelle est la véritable alimentation de cette faim-là? Et là, vous avez votre réponse. Et vous savez, qu'est-ce qui nourrit Louis? Ben, c'est une belle musique, c'est quelque chose de beau à entendre. Donc, sortez du son alimentaire et mettez-vous votre disque favori et votre faim de Louis sera rassasiée. Mais pour la fin de la bouche, parce que là, je vois pas bien. Enfin, moi, je sais, c'est beaucoup de chewing-gum, donc c'est pas bon non plus. Mais pour le coup, il y en a qui fument, il y en a qui mâchent du chewing-gum. Oui, c'est vrai. C'est dur. Oui, tout à fait. Tu as absolument raison. La fin de la bouche, elle est difficile. Elle est plus difficile que les autres à contenter parce que cette bouche est insatiable, qu'il y a plein de sensations dans la bouche. Et elle est plus difficile à contenter. Vous allez progresser dans cette voie-là de contenter la fin de la bouche en prenant le temps de manger, en étant de plus en plus conscient dans ce que vous mangez, en étant attentif à tiens, quelle est la sensation ici de l'aliment? Où est-ce que je mange plus? Du côté droit, du côté gauche? Quels sont les mouvements de la langue dans la bouche? Vous allez accentuer la conscience des sensations en bouche. Et ça, c'est ça qui va rassasier la fin de la bouche. D'accord. Ah, c'est bien. Bon. Voilà, donc il y a plein de choses à dire. C'est très compliqué, bien sûr, en 1 heure. C'est bien. On ne peut pas dire autant que ce qu'il y a dans le livre ou que ce que je fais dans les ateliers. Peut-être juste pour revenir aux ateliers. J'en avais fait 2 l'an dernier et j'ai adoré faire ça et j'ai envie de refaire. Donc, si jamais ça vous intéresse, prenez contact avec moi pour que je vous mette dans une liste d'attente et puis peut-être qu'un jour, j'arriverai à organiser à nouveau des ateliers. Alors, en distanciel, c'est compliqué parce que il vaut mieux être en présentiel. Mais je ferai sûrement des stages aussi avec ce sujet-là où on pratiquera de la même façon que dans les ateliers. Donc, si vous êtes intéressé par un stage, dites-le moi aussi, ça peut éventuellement s'organiser. Voilà. Super, merci Yael. Super intéressant. Merci. 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 Au revoir. Merci beaucoup, Merci. Un grand merci à tous. Merci, au revoir.
Et puis, ben, à très bientôt, on l'espère. Oui, à très bientôt. Au revoir, Yael. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Merci Yael. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Et bon appétit à tout le monde. Bientôt. Moi, je vais à la cuisine. Bon préparatif. Très consciente. Merci.